Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une période vraiment intense de l'histoire espagnole. 1917 à 1931. Oui, bonjour. Une période charnière, pleine de bouleversements. On va essayer de décrypter comment l'Espagne est passée d'une monarchie à bout de souffle à la Seconde République, en passant par une dictature. Exactement, on va parler d'une Espagne très instable. Imaginez, des juntes militaires qui défient le pouvoir civil, des gouvernements qui tombent les uns après les autres. On appelle ça le sexenio de chaos, les 6 années de chaos, de 1917 à 1923. Ça plante le décor, hein. Tout à fait. Et notre but, c'est de comprendre cette transition complexe en nous appuyant sur nos sources historiques, comment ce système de la Restauration s'effondre, comment la dictature de Primo de Rivera arrive et puis échoue, et enfin comment naît la République. On va donc essayer d'identifier les facteurs clés, l'instabilité politique bien sûr, le rôle de l'armée, le traumatisme de la guerre du Rif au Maroc. Oui, et les tentatives de la dictature, ses échecs aussi, et puis évidemment les circonstances qui mènent à la chute du roi Alphonse XIII. C'est un programme chargé. Allez, on commence par ce sexenio de chaos 1917-1923. Les sources parlent beaucoup de ces juntas militaires. Elles apparaissent dès 1916, c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ces juntas de défense, au départ, c'est un peu comme des syndicats d'officiers. Ils se forment pour défendre leurs intérêts corporatistes, surtout les questions d'avancement, les promotions qui sont vues comme injustes, favorisant ceux qui servent au Maroc. Donc une affaire interne à l'armée au début. Au début, oui, mais très vite, elles prennent un poids politique énorme. Elles montrent leur force lors de la répression de la Grande Grève générale de 1917. Là, elles deviennent incontournables. Et elles bloquent le pouvoir civil, c'est ça l'idée? Exactement. Elles s'opposent au gouvernement, elles refusent les réformes qui pourraient les toucher. En gros, elles paralysent l'exécutif. Le gouvernement ne peut plus gouverner sans leur aval, ou du moins sans craindre leur réaction. Et cette paralysie, ça se voit dans l'instabilité politique. Les chiffres sont fous. 13 crises ministérielles, 30 remaniements entre 1917 et 1923. Oui, c'est ce qu'on appelle la valse des ministères. C'est une instabilité chronique. Des noms connus reviennent sans cesse. Les conservateurs Dato, Maura, les libéraux Romanones, Garcia Prieto. Mais aucun ne tient longtemps. Non, impossible de mener une politique sur la durée. Le fameux rotativisme, cette alternance arrangée entre conservateurs et libéraux, qui devait garantir la stabilité sous la Restauration. Ça ne marche plus du tout. Ça s'emballe, ça devient une caricature d'alternance et ça symbolise surtout l'impuissance du pouvoir politique. Pendant que ça tourne en rond au sommet, à la base, le pays est en ébullition. On parle beaucoup de l'impact de la neutralité espagnole pendant la Première Guerre mondiale. Paradoxalement, ça a aggravé les choses. Oui, c'est assez paradoxal. D'un côté, certains secteurs industriels, comme au Pays Basque ou en Catalogne, ont profité des commandes des pays en guerre. Ça fait rentrer de l'argent. Mais Mais ça a aussi créé une inflation terrible. Les prix ont flambé alors que les salaires, eux, ne suivaient pas du tout. Donc les inégalités sociales se sont creusées de manière spectaculaire. d'où les grèves massives et l'agitation sociale. Exactement. C'est la période de grandes grèves, comme celle de la Canadiense à Barcelone en 1919. C'est une grève énorme dans le secteur de l'électricité qui paralyse une bonne partie de l'industrie catalane et obtient la journée de 8 heures, une victoire majeure. Et il y a aussi le triennio bolchevique en Andalousie. Oui, entre 1918 et 1921. En Andalousie, région de grands domaines agricoles et de journaliers très pauvres, il y a une vague d'occupation de terres, d'agitation rurale très forte, inspirée par ce qui s'est passé en Russie. Les mots d'ordre, c'est la terre à ceux qui la travaillent. Et à ces tensions sociales, il faut ajouter autre chose, les revendications régionales. Tout à fait. Le catalanisme, qui était déjà bien organisé politiquement avec la Liga Regionalista, plutôt conservatrice, voit émerger des courants plus à gauche, plus radicaux. Comme Acció Catalana ou Estat Català. Oui, avec des figures comme Francesc Macià, qui va devenir un symbole de l'indépendantisme catalan. Et au Pays Basque, c'est la même chose. Le PNV, le Parti nationaliste basque. Fondé bien avant, à la fin du 19e, par Sabino Arana. Les sources soulignent son idéologie très identitaire, certains diraient même raciale à l'époque. Dès 1917, le PNV réclame l'autonomie. Ces nationalismes, périphériques, mettent une pression énorme sur l'État central. Et le climat politique devient de plus en plus violent. On parle de pistolerisme surtout en Catalogne.
C'est quoi? C'est une sorte de guerre sociale non déclarée. D'un côté, il y a des groupes anarchistes, souvent liés à la CNT, le grand syndicat anarcho-syndicaliste. Très puissant en Catalogne. Oui, dominant. Ces groupes pratiquent l'action directe violente. Attentats ciblés contre des patrons, des contremaîtres, des policiers, mais aussi contre des syndicalistes jaunes, ceux qui collaborent avec le patronat. Et en face? En face, le patronat finance ses propres hommes de main, des tueurs, pour éliminer les leaders syndicaux. Et l'État répond par une répression féroce. La fameuse ley des Fougas. Oui, la loi des fuites. Une pratique terrible. Officiellement, le prisonnier est abattu alors qu'il tentait de s'évader. En réalité, c'est souvent une exécution extrajudiciaire. Le général Severiano Martínez Anido, gouverneur militaire de Barcelone, est particulièrement associé à cette répression brutale. Cette violence atteint un sommet avec l'assassinat du Premier ministre Eduardo Dato en mars 1921. Oui, un choc énorme. Dato, conservateur, est assassiné en pleine rue à Madrid par des anarchistes venus de Barcelone. C'est le troisième chef de gouvernement tué depuis 1897. Ça montre vraiment la faillite de l'État et la polarisation extrême de la société. Et dans ce climat de chaos et de violence, une autre force politique émerge, mais plus discrètement. Oui, vous pensez au Parti communiste. C'est ça. Le PCE, le Parti communiste d'Espagne, est fondé en avril 1920. Ce sont des dissidents du PSE, le Parti socialiste, qui sont séduits par la révolution bolchevique. On trouve déjà des figures comme Dolores Ibarruri. Oui, la future Pasionaria en fait partie dès les débuts, mais il faut bien voir qu'à cette époque, le PCE est tout petit, très minoritaire. Il est complètement éclipsé par la puissance de l'anarcho-syndicalisme, la CNT, surtout en Catalogne et en Andalousie. L'influence communiste est encore très faible. Donc, on a une situation intérieure explosive, et comme si ça ne suffisait pas, il y a le Maroc, la guerre du Rif. Comment ce conflit colonial va-t-il aggraver la situation? Le Maroc, c'est un protectorat partagé entre la France et l'Espagne. Mais la zone espagnole, au nord, le Rif, est montagneuse, pauvre et très difficile à contrôler. Les tribus locales résistent. Et un leader émerge, Abdelkrim. Abdelkrim El-Khattabi, oui. C'est une figure fascinante. Il a travaillé pour l'administration espagnole, il connaît bien ses adversaires. À partir de 1919-1920, il unifie les tribus rifènes, proclame le djihad contre les Espagnols et commence à leur infliger de sérieuses défaites. Les troupes espagnoles sur place, c'est qui? Il y a les troupes régulières, mais aussi des unités spécifiques, les regulares, des troupes indigènes marocaines encadrées par des officiers espagnols. Et puis, créée en 1920, la Légion étrangère espagnole, le Tercio d'Extranjeros. Fondé par Milan Astre. Oui, et avec un jeune commandant chargé de la discipline, un certain Francisco Franco. Il va s'y faire un nom. Et on arrive au terrible été 1921, le désastre des Noiles. Les sources mettent en cause le roi, Alphonse XIII. C'est un point très controversé, mais souvent souligné. Alphonse XIII est décrit comme étant très interventionniste dans les affaires militaires, rêvant de gloire. Il aurait directement encouragé le général Manuel Silvestres, qui commandait le secteur d'Anoal, à lancer une offensive rapide et audacieuse vers Alhucemas, au cœur du Rif. Le fameux télégramme « Olé tout sombrez ». Oui, bravo tes hommes. Je t'attends le 25 juillet à Alhucemas. L'authenticité exacte est parfois débattue, mais l'idée que le roi ait mis la pression pour une victoire rapide et spectaculaire est très présente dans les récits. Et cette offensive vire au cauchemar. Au désastre total. L'armée de Sylvestre avance trop vite, trop loin, sans sécuriser ses arrières. Les lignes de ravitaillement sont coupées. Ils se font encercler par les combattants rifins, très mobiles et connaissant parfaitement le terrain. La retraite tourne au massacre. C'est une déroute complète, une panique. Les soldats espagnols sont massacrés systématiquement lors de leur retraite désespérée. Les chiffres sont effroyables, même s'ils varient un peu. On parle de plus de 10 000 morts ou disparus côté espagnol. 10 000? Oui, c'est énorme. Et environ 700 prisonniers, dont le général Navarro, qui avait pris la suite de Sylvestre, mort dans la débâcle, probablement par suicide. Les récits parlent d'une grande brutalité des rifins. Abdelkrim n'aurait pas respecté les conventions sur les prisonniers. J'imagine le choc en Espagne. Un traumatisme national. Absolument. Un séisme politique et moral. L'opinion publique est horrifiée.
En colère, au Parlement, au Cortés, l'opposition demande des comptes, veut savoir qui est responsable. Et on lance une enquête? Oui, une commission d'enquête parlementaire est mise en place, dirigée par un général, Juan Picasso. C'est l'oncle du peintre, effectivement. Son rapport, connu comme l'expédiente Picasso, s'annonce explosif. Pourquoi? Parce qu'il risque de mettre en lumière les négligences, les incompétences au plus haut niveau de l'armée, et potentiellement d'éclabousser le roi lui-même pour son rôle d'incitation. Et c'est là qu'intervient Primo de Rivera. Son coup d'État de septembre 1923, c'est pour éviter que ce rapport sorte. C'est l'interprétation la plus courante, oui. Le rapport Picasso doit être présenté au Cortés autour du 15 septembre 1923. Le 13 septembre, Miguel Primo de Rivera, qui est alors capitaine général de Catalogne, où il s'est montré ferme contre l'agitation sociale, Il lance son coup d'État, son pronunciamiento, depuis Barcelone. exactement. Il a le soutien d'une partie de l'armée, du patronat catalan qui espère un retour à l'ordre, et peut-être naïvement au début, plus d'autonomie. Et surtout, il a très vite le soutien, probablement concerté en amont, du roi Alphonse XIII. Le roi donne son feu vert. Oui, le roi voit sans doute en Primo de Rivera une solution pour éviter les conclusions du rapport Picasso et pour mettre fin au chaos politique ambiant. Le rapport ne sera jamais discuté publiquement. Donc, le coup d'État a un double objectif. Sauver la monarchie du scandale d'Anoualh et mettre fin à l'instabilité. Qu'est-ce que Primo de Rivera annonce vouloir faire? Son discours officiel, c'est la régénération du pays. Mettre fin à l'inefficacité du système parlementaire, ce rotativisme corrompu. Restaurer l'ordre public face à la violence sociale et au syndicalisme révolutionnaire, combattre les nationalismes catalans et basques, et bien sûr, régler une bonne fois pour toutes la question marocaine. Et ces premières mesures sont radicales. Très clair. Dissolution immédiate du Parlement, suspension de la Constitution de 1876, proclamation de l'état de guerre dans tout le pays. C'est la fin du régime parlementaire. La dictature s'installe. On entre dans la dictature de Primo de Rivera. Première phase, le directoire militaire jusqu'en 1925. C'est la reprise en main autoritaire. C'est ça. Un gouvernement composé uniquement de militaires au début, c'est la manière forte, état de guerre maintenu, censure de la presse, suspension des libertés, les opposants sont réduits au silence. Comme l'intellectuel Miguel d'Unamuno. Oui, Unamuno, recteur de l'université de Salamanque, très critique, est exilé aux Canaries. Le régime s'attaque aussi au symbole des autonomies. La Mancomunidad catalane, qui était une sorte de conseil régional avec quelques compétences administratives, est supprimée. Et les langues régionales? L'usage public du catalan, du basque, est restreint, voire interdit dans certains contextes. C'est une politique de centralisation forcée. Et sur le plan social? La CNT, le grand syndicat anarchiste, est une cible évidente. Prioritaire même. La CNT est immédiatement interdite. Ses locaux sont fermés, ses militants arrêtés, pourchassés. Elle doit replonger dans la clandestinité. Et c'est là qu'elle crée la FAI. Oui, en réaction à cette clandestinité, et aussi pour contrer des tendances jugées trop modérées en son sein, les militants les plus radicaux créent en 1927 la FAI, la Fédération anarchiste ibérique. C'est une sorte de noyau dur idéologique pour préserver la pureté révolutionnaire de la CNT. Est-ce que Primo de Rivera essaye de créer une base politique pour son régime, un peu comme Mussolini en Italie avec le fascisme? Il l'essaie, oui, mais ça ne prend pas vraiment. Il crée l'Union patriotique. L'idée, c'est un parti unique, ou plutôt un mouvement, regroupant tous les patriotes, tous les Espagnols de bonne volonté, au-delà des anciens partis. Mais ça marche. Pas vraiment. Ça reste assez artificiel. Ça rassemble surtout des notables locaux, des opportunistes, des gens qui veulent être bien vus du régime. Ça ne devient jamais un mouvement de masse populaire et idéologisé comme le fascisme italien. Il y a aussi les Somaten. Oui, il généralise à toute l'Espagne les somaten, qui étaient à l'origine des milices civiques catalanes. Sous la dictature, ce sont surtout des groupes de citoyens armés, des sortes d'auxiliaires de police et surtout des informateurs pour le régime. C'est dirigé par le très dur ministre de l'Intérieur Martínez Anido, l'ancien gouverneur de Barcelone. Mais un acteur important du mouvement ouvrier va choisir une autre voie. L'UGT, le syndicat socialiste. Oui, et c'est un des points les plus débattus de cette période. L'UGT, qui est lié au PSEL, le Parti socialiste, et dirigé par Francisco Largo Caballero, choisit une stratégie de collaboration tactique. C'est-à-dire? Elle accepte de participer au comité paritaire. Ce sont des organismes créés par le régime où siègent ensemble patrons et ouvriers pour négocier les conditions de travail, les salaires, etc.
L'idée du régime est d'instaurer une paix sociale par la négociation encadrée par l'État. Et Largo Caballero va même plus loin. Oui, il accepte de devenir conseiller d'État en 1924. Pour l'UGT, c'est une façon de préserver son existence légale, de continuer à défendre les intérêts des travailleurs dans un cadre autoritaire et peut-être d'occuper l'espace laissé vacant par la CNT interdite. Mais ça leur sera beaucoup reproché plus tard par les anarchistes et même au sein du mouvement socialiste. Le régime semble se consolider. Et le tournant, c'est la victoire au Maroc. Comment Primo de Rivera réussit-il là où les autres ont échoué? Le facteur clé, c'est l'erreur d'Abdelkrim. En 1925, se sentant fort, il décide d'attaquer aussi la zone française du protectorat marocain. Grave erreur. Stratégiquement, oui, parce que la France réagit avec une puissance militaire bien supérieure à celle de l'Espagne. Paris envoie des troupes massives et surtout le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, pour coordonner les opérations. Et ça ouvre la porte à une collaboration franco-espagnole? Exactement. Face à l'ennemi commun, les deux puissances coloniales s'allient. Et ça change complètement la donne sur le terrain. C'est dans ce contexte qu'a lieu le débarquement d'Alhucemas en septembre 1925. Une opération importante. Crucial. C'est une opération amphibie de grande envergure, combinant un débarquement maritime avec un appui aérien. Les sources de l'époque insistent sur le fait que c'est une des premières opérations combinées aéronavales réussies. Et Franco y joue un rôle-t-il? Oui, Franco, qui commande une partie des troupes de la Légion débarquée, s'illustre particulièrement lors de cette opération. Le succès d'Alhucemas permet de prendre Abdelkrim en tenaille. Sa résistance s'effondre. Et il finit par se rendre. Il se rend aux Français en mai 1926. Il sera exilé par la France sur l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Pour Primo de Rivera, c'est une victoire immense. C'est la fin du cauchemar marocain qui avait empoisonné la vie politique espagnole pendant des années. Ça renforce énormément son prestige et sa position. Et Franco? Franco est promu général de brigade dans la foulée. À 33 ans, il devient le plus jeune général d'Europe. Sa carrière est lancée. Fort de ce succès militaire, Primo de Rivera change de cap. Il passe à une nouvelle phase. Oui, il se sent assez fort pour institutionnaliser un peu son régime. En décembre 1925, il remplace le directoire militaire par un directoire civil. Il essaie de donner une façade moins militaire à son pouvoir en nommant des civils, souvent des technocrates, à des postes ministériels clés. Qui, par exemple? On trouve des figures importantes comme José Calvo Sotelo aux finances, un homme de droite autoritaire mais compétent, et Eduardo Aunos au travail, l'artisan de la politique sociale corporatiste. Et cette phase est marquée par une politique de modernisation. Oui, c'est l'aspect constructeur de la dictature, très inspiré par ce que fait Mussolini en Italie. L'État lance une politique de grands travaux publics, des routes, des voies ferrées, des barrages hydroélectriques pour développer l'électrification du pays. L'État intervient aussi dans l'économie? Fortement. C'est la création de monopoles d'État, ou contrôlés par l'État. L'exemple le plus connu, c'est Comsa, la compagnie qui obtient le monopole de la distribution du pétrole. Il y a aussi de gros investissements dans la compagnie nationale de téléphone, Telefonica, créée avec l'aide de capitaux américains d'ITT. Et on modernise l'armée aussi. Et comment on finance tout ça? Principalement par l'emprunt. L'État s'endette massivement, notamment auprès de banques étrangères, surtout américaines, comme JP Morgan. C'est une croissance financée à crédit. Et socialement, on continue la politique corporatiste? Oui, avec le Code du travail d'Onos en 1926 qui essaye de réguler les relations professionnelles et le développement des comités paritaires où l'UGT continue de siéger. On fait même quelques tentatives de réforme agraire, mais très limitées de bonification de terres. L'idée, c'est toujours de dépasser la lutte des classes par un ordre social harmonieux contrôlé par l'État. Bon, sur le papier, ça a l'air d'un régime qui construit, qui modernise, qui a ramené l'ordre et gagné la guerre. Pourtant, il va s'effondrer assez vite. Quelles sont les failles? Elles sont nombreuses en fait. D'abord économiquement, toute cette politique de grands travaux, ça coûte cher, l'endettement public explose, l'économie reste fragile, très dépendante des capitaux étrangers, et dès 1928, on sent un essoufflement. Et puis arrive le crash de 1929. Oui, le crash de Wall Street en octobre 1929, c'est le coup de grâce économique. Les capitaux américains, qui finançaient une partie de l'effort espagnol, se retirent brutalement. L'économie mondiale entre en récession et l'Espagne, malgré son relatif isolement, est touchée de plein fouet. Le chômage augmente, les difficultés reviennent. Et politiquement, le régime n'a jamais réussi à s'installer durablement. Non, c'est l'autre grande faiblesse.
L'Union patriotique, on l'a dit, c'est une coquille vide. Primo de Rivera n'arrive pas à transformer son pouvoir personnel, basé sur l'armée et le roi, en un régime politique stable, avec une base sociale solide et une idéologie claire. Il tente bien une nouvelle constitution? Oui, il convoque une Assemblée nationale consultative en 1927, composée de membres désignés et de représentants de corporations, pour rédiger une nouvelle constitution, qui remplacerait celle de 1876. Mais ça patine, ça n'aboutit pas. Le projet de constitution est critiqué de toutes parts et finalement abandonné. Ça montre l'incapacité du régime à se donner un avenir politique. Du coup, l'opposition, qui était au début muselée, commence à relever la tête. Exactement. L'opposition se réorganise, elle devient plus visible, plus audacieuse, elle vient de partout. Qui, par exemple? Les intellectuels d'abord. Des gens comme le philosophe Ortega y Gasset, qui avait d'abord observé le régime avec une certaine distance, deviennent très critiques. Il y a aussi une opposition au sein même de l'armée. Ah oui. Oui, notamment dans l'arme de l'artillerie traditionnellement plus libérale et légaliste. Plusieurs complots militaires républicains sont découverts et déjoués entre 1926 et 1929. L'agitation reprend aussi dans les universités, chez les étudiants, Et les nationalistes aussi? les syndicats. Les nationalistes catalans restent actifs, même si Macià échoue dans sa tentative d'invasion depuis la France en 1926. Et surtout, l'allié syndical du régime, l'UGT socialiste, finit par lâcher Primo de Rivera. En 1929, sentant le vent tourner et sous la pression de sa base, l'UGT rompt sa collaboration avec la dictature. C'est un coup dur pour le régime. Donc, à la fin de 1929, début 1930, Primo de Rivera est très isolé, très isolé. Politiquement, il n'a plus beaucoup de soutien en dehors de l'armée et du roi. Économiquement, la crise frappe. Il est aussi malade, atteint de diabète et fatigué. Les milieux financiers, notamment américains, lui retirent leur confiance après le crash l'ISMO. Et l'armée finit par le lâcher aussi. C'est le coup final. En janvier 1930, dans une tentative un peu désespérée de reprendre la main, il demande aux principaux généraux, les capitaines généraux des régions militaires, s'il a toujours leur confiance. Et la réponse est non. La réponse est majoritairement négative ou très réservée. Comprenant qu'il n'a plus le soutien essentiel de l'armée, il n'a plus d'autre choix que de démissionner. Il remet ses pouvoirs au roi le 28 janvier 1930. Il part en exil à Paris. Oui, et il y meurt très peu de temps après, en mars 1930, la fin d'un régime très personnel. Sa chute ouvre une période un peu étrange, qu'on a appelée la dicta blanda. Drôle de nom. Oui, dicta blanda, c'est un jeu de mots sur dictadura, dictature dure, ça veut dire dictature molle. C'est le terme ironique utilisé pour décrire le gouvernement qui suit, dirigé par le général Damaso Berenguer. Nommé par le roi? Avec quelle mission? La mission, c'est d'essayer de revenir à la normale. Mais quelle normale? Berenguer est chargé d'organiser un retour progressif à la légalité constitutionnelle de 1876, celle qui existait avant le coup d'État de Primo de Rivera. Comme si on pouvait effacer 7 ans de dictature. Mais c'est mission impossible, j'imagine. Complètement illusoire. L'opinion publique a changé, la dictature a profondément discrédité la monarchie, qui l'avait soutenue et cautionnée. Revenir à la case départ, ça ne satisfait personne, surtout pas l'opposition. Qui, elle, s'organise. Oui, et c'est un moment clé. En août 1930, à Saint-Sébastien, les principales forces d'opposition signent le pacte de San-Sébastien. C'est très important. Qui est autour de la table? Il y a les différents partis républicains, de droite comme de gauche, le PSE, les socialistes, et des partis nationalistes catalans de gauche. Ils se mettent d'accord sur un programme minimum, renverser la monarchie et instaurer une république. Ils créent même un comité révolutionnaire pour préparer le changement. Donc l'alternative républicaine devient crédible et organisée. Tout à fait. Et pendant ce temps, l'agitation sociale reprend de plus belle. La CNT, la FAI, qui ont retrouvé leur légalité avec la chute de Primo, sont très actives. Grèves, manifestations, le climat se tend à nouveau. Et un événement va accélérer les choses, le soulèvement de Jaca. Oui, en décembre 1930. C'est une tentative de pronunciamento militaire, mais républicain cette fois. À Jaca, une petite ville de garnison en Aragon, 2 jeunes capitaines, Fermín Galán et Ángel García Hernández, proclament la République. Mais ça échoue. Oui, leur action est prématurée, mal coordonnée avec le reste du mouvement républicain. Ils sont vite isolés et leur soulèvement est écrasé en quelques jours. Mais leur exécution rapide a un impact énorme. Énorme. Galán et García Hernández sont jugés sommairement et fusillés. Ils deviennent instantanément des martyrs de la cause républicaine.
Leur mort suscite une vague d'émotion et d'indignation dans tout le pays et renforce considérablement le sentiment anti-monarchiste. Berenger se retrouve donc dans une impasse totale. Oui. Il essaie encore d'organiser des élections générales, mais les partis du pacte de San-Sébastien refusent d'y participer tant qu'on reste dans le cadre de la constitution monarchique de 1876. Ils exigent une assemblée constituante. Face à ce blocage, Bérénière, qui manque de soutien et d'autorité, finit par jeter l'éponge en février 1931. Le roi Alphonse XIII joue sa dernière carte. Il nomme un autre militaire, l'amiral Aznar. L'amiral Juan Bautista Aznar. Il forme un gouvernement dit de concentration monarchiste qui essaie de rassembler ce qui reste de soutien à la couronne. Aznar et son équipe comprennent qu'un retour pur et simple à 1876 est impossible. Quelle est leur stratégie alors? Ils décident d'y aller par étapes. Au lieu d'élections générales tout de suite, ils annoncent d'abord des élections municipales pour le 12 avril 1931. Pourquoi des municipales? Le calcul, c'est que le vote local est traditionnellement plus conservateur, plus contrôlé par les notables et les caciques dans les campagnes. Ils espèrent une victoire monarchiste, même relative, qui leur donnerait un peu d'air et légitimerait la tenue, plus tard, d'élections législatives dans de meilleures conditions pour eux. Un calcul qui va se retourner contre eux de façon spectaculaire. Totalement. Les résultats du 12 avril sont un véritable coup de tonnerre. Certes, si on compte le nombre total de conseillers municipaux élus dans tout le pays, les monarchistes sont majoritaires grâce au vote rural. Mais ce n'est pas ça qu'on retient. Non. Ce qui frappe tout le monde, ce qui a un impact politique immédiat et décisif, c'est la victoire écrasante des candidats républicains et socialistes unis sur des listes communes issues du pacte de San Sebastián, dans quasiment toutes les grandes villes et les capitales de province. Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Bilbao. Partout, le vote urbain est un raz-de-marée républicain. Et ce résultat est interprété comme un référendum roi? Exactement. Tout le monde, y compris les monarchistes et le roi lui-même, interprète ce vote des villes comme un désaveu massif de la monarchie. C'est un plébiscite en faveur de la République. Et à partir de là, tout s'accélère. Très vite. Dès le lendemain, le 13 avril, la rue commence à s'agiter. Le 14 avril 1931, la République est proclamée spontanément depuis les balcons des mairies dans plusieurs villes, en commençant par Ibar au Pays Basque, puis très vite à Barcelone, Madrid. Les dirigeants républicains prennent le pouvoir. Le comité révolutionnaire du pacte de San Sebastián se transforme en gouvernement provisoire de la République. La foule envahit les rues des grandes villes dans une ambiance de fête immense. Et le roi? Que fait Alphonse XIII? Face à cette vague populaire, et sentant qu'il n'a plus le soutien de l'armée pour réprimer le mouvement, il prend une décision historique. Pour éviter, dit-il, une guerre civile, il décide de quitter l'Espagne. Dans la nuit du 14 au 15 avril, il s'embarque pour l'exil. Il n'abdique pas formellement, mais son départ? Son départ signe la fin. C'est la fin de la monarchie des Bourbons, restaurée en 1875. La Seconde République espagnole est née. Quelle période incroyable! Si on essaye de résumer ces 14 années de 1917 à 1931, on a une monarchie qui s'effondre, minée par son instabilité, discréditée par le désastre d'Anoualh. Ensuite, une dictature militaire qui arrive, qui impose l'ordre, qui lance une modernisation économique indéniable, mais qui échoue complètement à créer un système politique durable et qui finit par s'écrouler, victime de ses propres contradictions et de la crise économique mondiale. Et cet effondrement laisse la place, un peu par surprise pour beaucoup, à une république proclamée dans l'enthousiasme populaire. Ça montre vraiment la profondeur des crises que traversait l'Espagne. Crise de l'État, crise sociale, crise régionale, crise militaire, toutes ces crises s'entremêlent et aboutissent à ce changement de régime radical. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question à laisser en suspens. Cette Seconde République, on a vite appelée la Niña Bonita, la jolie fille, tellement elle suscitait d'espoir, elle naît donc sur les décombres d'un vieux système et de l'échec d'une dictature. Oui, un héritage extrêmement lourd. Et on peut se demander si cet héritage, l'instabilité chronique, les factures sociales terribles, les nationalismes exigeants, une armée habituée à intervenir, des espoirs immenses mais souvent contradictoires entre républicains, socialistes, anarchistes, est-ce que tout ça ne contenait pas déjà en germe les tragédies qui allaient suivre? Les déchirements de la République et finalement la guerre civile 5 ans plus tard? C'est une question fondamentale, bien sûr. La jeune République arrivait avec d'énormes défis à relever, des défis directement hérités de cette période 1917-1931 qu'on vient d'explorer. Les germes de la suite s'y trouvent très certainement.
Une période absolument décisive pour comprendre l'Espagne du XXe siècle. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse passionnante avec nous. Merci à vous.